Bonjour et re-bienvenue dans ce webinaire Intérêt de la SAS à la culture. Nous allons voir dans ce troisième épisode la partie plus opérationnelle de la mise en SAS avec également les points de vigilance à respecter dans le cadre de cette mise en SAS. Du coup, Jean-François, concrètement, comment on passe en SAS? Donc, pour passer en SAS, faire deux possibilités. La première, c'est la transformation d'une structure préexistante, une structure sociétaire. Donc, c'est par le biais d'une mise à jour des statuts, donc un côté juridique, puisque les textes et les règles en matière de SAS sont spécifiques à ce type de société au niveau du code de commerce. Donc, il faut mettre à jour ces statuts, nommer les dirigeants également, puisque ce ne sont pas automatiquement les mêmes dirigeants et ils n'ont pas le même statut, ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais également, au préalable, il faudra l'aval d'un commissaire à la transformation dont l'objectif sera de s'assurer que les capitaux propres soient positifs et qu'on respecte bien les règles du passage en SAS, mais également que les actifs composant la société ne sont pas surévalués. Donc il y a ce passage obligé propre à la transformation de la SAS qui existe dans ce cadre-là. Deuxième cas, la création ex nihilo d'une structure, c'est-à-dire qu'on va créer une SAS et par ce biais-là, on a deux possibilités, deux sous-possibilités dans cette création. Soit création par vente, entre guillemets, vente à soi-même de l'exploitation, ou apport de l'entreprise individuelle préexistante. Et dans ce cadre-là, l'apport de l'entreprise individuelle, on n'aura pas, et ça depuis la loi Sapin 2 même, de nomination de commissaire aux apports qui sera nécessaire. Et on va pouvoir réaliser cet apport. Attention, il faut que ce soit un apport net, c'est-à-dire qu'on apporte plus d'actifs que de passifs. Et du coup, je transforme, j'apporte, ça n'a pas de conséquences fiscales, tout ça? Si, tout à fait, Claire. Il y a des conséquences relativement significatives. Alors, là aussi, ces conséquences elles vont différer selon qu'on soit transformation ou création. Dans le cadre de la création, ça va sans dire, puisque j'avais une structure préexistante, je crée une SAS, on voit bien qu'il y a une césure entre les deux, et donc on va être avec une cessation d'activité au niveau de l'entreprise préexistante. Donc cessation avec toutes les problématiques, plus-value, sur stock, sur matériel, reprise des subventions d'investissement au niveau du résultat, etc., etc. Sur cet aspect-là, je veux dire, rien de neuf sous le soleil. Dans le cas par contre, de la transformation, là c'est une problématique différente, dans le sens où juridiquement, je reste toujours avec une continuité par rapport à la structure préexistante. Donc, au niveau des droits, au niveau du droit des sociétés et des contrats, continuité de l'entreprise. Mais par contre, en termes de fiscalité, si j'étais en bénéfice agricole préalablement, le passage à l'impôt sur les sociétés entraîne les cessations d'activité. Donc, ça veut dire constatation des plus-values latentes, constatation matérielle sur stock et disparition de tout ce qui était avantage lié au régime de bénéfice agricole. DEP, DPI, DPA, quel que soit sous ces régimes, moyen triennal. Donc, tout cet aspect-là devra être repris d'un seul coup. Alors, vous allez me dire, Claire, N'existe pas. n'y a-t-il pas des mesures d'atténuation? Et si vous avez raison, à double titre. Premièrement, sur la partie plus-value, le passage IRIS, si je reprends les mêmes valeurs dans mon bilan d'ouverture postérieurement, entre le bilan de clôture de mon bénéfice agricole et le bilan d'ouverture de mon impôt sur les bénéfices, je n'ai pas de taxation des plus-values latentes. Donc ça c'est un premier point.
Deuxième point, par contre, pour les régimes optionnels bénéfices agricoles qui disparaissent, théoriquement, je dois constater cet impact en termes de fiscalité, mais désormais, il y a possibilité de bénéficier d'un régime d'atténuation, un régime d'atténuation sur 5 ans de cet aspect-là, sur le côté fiscal et non pas social. Une fois que j'ai créé ma SAS, pour vous, quels sont les points de vigilance? Alors, postérieurement à la création, si je puis dire, le travail n'est pas terminé, puisque, on l'a vu tout à l'heure, la base de cotisation est importante, puisque ce sera celle qui sera celle du dirigeant, et simplement celle-là. Et donc, il y a plusieurs éléments qui sont à mettre en exergue. Premièrement, l'objectif du passage en SAS, c'est, on l'a vu tout à l'heure, dans le premier épisode, c'est avoir une politique de distribution significative. Puisque les cotisations sociales du dirigeant sont des cotisations salariales sans bénéfice des réductions FIO. Ce qui veut dire 40% de taux patronal plus 20% de charges salariales. Donc l'intérêt, c'est de basculer au possible sur la partie dividende. Car il y a un mais, il faut également permettre aux dirigeants d'avoir les filets de sécurité sociaux nécessaires. C'est-à-dire notamment la partie validation des trimestres. Je vous rappelle que dans le régime... Retraite, vous voulez dire? Oui, excusez-moi, ça allait sans dire, mais ça va mieux le dire. Validation des trimestres de retraite. Dans le régime actuel de retraite des salariés, pour valider une année complète d'activité, ça importe peu que de savoir quelle est la durée de travail dans l'année. Ce qui va être l'élément déterminant, c'est la base de cotisation. Et il faut au minimum pour valider 4 trimestres, avoir une base de cotisation de 600 SMIC minimum en termes de base de cotisation. Donc c'est le premier critère, et le critère, on va dire, minimum, c'est d'avoir ces 600 SMIC. Deuxième cas, deuxième élément de vigilance, et celui-là, je dirais, il est plus optionnel, ou en tout cas, il faut qu'il soit averti auprès du client, c'est que pour avoir un régime d'indemnité journalière pour le dirigeant, maladie, accident du travail. Auparavant, dans le cadre de l'exploitant agricole dirigeant classique, c'était la Texa. Donc, cotisation faible, 200 et quelques euros ou 300 euros. 400 maintenant? Tout augmente. Donc, avec les 27 euros par jour et 30 euros par jour. Dans le cadre du régime salarié, il faut, pour pouvoir bénéficier d'un régime d'indemnité journalière, avoir au minimum 1015 SMIC par 6 mois. C'est-à-dire qu'en deçà de ce seuil-là, je ne bénéficie pas d'indemnité journalière. Donc il faut dans ce cadre-là, si je veux, parce que ça nous fait 20 000 euros de base de cotisation annuelle, plus de 20 000 euros, ça commence à faire des charges relativement significatives. Par rapport à l'intérêt de la SAS, ça peut limiter l'intérêt. Donc ça veut dire qu'il faut avoir à côté un régime optionnel pour garantir ces indemnités journalières auprès du dirigeant. Voilà. Donc c'est soit je l'ai fait par le régime de base, soit je l'ai fait par le biais du régime optionnel. D'autres points de vigilance, peut-être sur le choix de la date du passage? Oui, alors c'est aussi important à ce niveau-là, effectivement Claire, puisque vous avez un principe d'annualité des cotisations à la MSA en tant qu'exploitant. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que si je crée ma SAS au 1er janvier, il n'y aura pas de cotisation N basée sur N-1 ou N-1, N-2, N-3 divisé par 3. Moyen trait là. Si par contre je la crée en cours d'année, je vais avoir un chevauchement des deux régimes. C'est-à-dire que je vais avoir d'une part mes cotisations salariées dont on parlait tout à l'heure au titre du dirigeant de la SAS, mais également mon appel de cotisation MSA exploitant au titre
des années passées, mais pour l'année en cours. Ensuite, il me semble qu'effectivement, il y a quand même certaines aides qui sont conditionnées au statut d'associé non salarié affilié à la MXA. Alors, effectivement, au niveau dans le monde agricole, la partie accompagnement public est encadrée et vous avez des règles qui sont à deux niveaux, si je puis dire. Règles européennes, règles françaises. Sur les règles européennes, la partie affiliation MSA, exploitant à MXA, comme vous le disiez, n'est pas un élément déterminant. C'est ainsi que la partie PAC, la partie également aide du second pilier, avec cofinancement Europe-France, région le plus souvent, dans l'état actuel des textes, et on sait qu'on est en réforme PAC en cours, ne demande pas cette affiliation. Pourquoi? Parce qu'au niveau européen, il n'existe pas un régime transposable dans chaque pays d'affiliation avec un régime exploitant agricole. Cependant, lorsqu'on revient au niveau national, il y a une volonté, on va dire, je dirais même quasiment partagée, organisation professionnelle et pouvoir public, d'affilier automatiquement à la MEXA pour pouvoir bénéficier de certaines aides. Alors on parle ICHN. Pas forcément, parce qu'il y a quand même des... maintenant, en fait, ils considèrent qu'une attestation comptable suffit pour justifier des revenus principaux. Mais vous avez certaines DDTM qui sont très à cheval sur le caractère agricole. Donc il faut faire attention à cet aspect-là. Mais également, et aussi et surtout, le statut JA. Le statut JA, il est conditionné en France à l'affiliation en tant que non salarié agricole. Et donc, si je pars en SAS, je m'exclus du mouvement JA, si je peux me permettre. Donc, ce qui veut dire que si je suis une entreprise, Viti, si je veux aller chercher des aides restructuration du vignoble, aides à l'investissement. À l'investissement en cas particulière, je ne suis pas impactée. Non. D'accord. Non, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que peut-être que certaines aides d'urgence, des aides purement, effectivement, comme vous disiez, nationales et régionales, vont être impactées. Voilà, tout ce qui est fonds de solidarité. On l'a vu avec le gel de voilà. Et sont souvent conditionnés au bénéfice d'une affiliation MXA. Du coup, avec tout ça, finalement, la SAS, on est confiant pour l'avenir ou il y a des choses qui se trament? Oh là! Sans être dans le secret des dieux, ce qu'il faut savoir, c'est que, on l'a vu, c'est un régime particulier. Un régime qui a connu un fort essor au cours de la dernière décennie. On a, au niveau des créations de structures à l'heure actuelle, un fort engouement au niveau général de la SAS, et on commence à voir poindre, c'est l'intérêt même de ce webinaire, cet intérêt en matière agricole. Et alors, ce n'est pas trop les pouvoirs publics qui sont là-dessus les premiers à vouloir bouger ce système-là. Ce sont plutôt les caisses sociales. Puisque vous comprenez bien qu'au niveau des pouvoirs publics, entre la flat tax et l'impôt sur les sociétés, j'ai pas trop perdu en termes d'imposition sur les prélèvements obligatoires. Et je vous rappelle que c'est les caisses sociales qui avaient poussé pour obtenir l'élargissement des assiettes au niveau des dividendes. Il y a déjà eu au niveau du Premier ministre, du cabinet du Premier ministre, un rapport qui était sorti quelques mois avant le départ d'Édouard Philippe du gouvernement, qui avait pointé les schémas d'optimisation sur les SAS et qui évoquait l'alignement de ce régime-là sur le régime
TNS sur la filiation des dividendes. Alors, pour l'instant encore, ça a été remis au calendrier grec, et je pense que pour l'année qui arrive, il ne se passera rien du fait de l'année électorale. Il y a deux logiques qui s'affrontent. Une logique qu'on voit par le biais fiscal avec la libéralisation, la flat tax, la baisse de l'impôt sur les sociétés. Donc une volonté politique d'encourager au passage en SAS. C'est dans ce cadre-là que vous avez les mesures d'atténuation qui ont été votées pour le passage IRIS. Et d'autre côté, des caisses sociales qui sont gourmandes de cotisations et qui voient dans ces schémas d'optimisation des possibilités de cotisation qui s'évaporent. Donc là-dessus, ça va être un point de vigilance sur les années à venir. Lequel des deux va être l'élément déterminant, je ne peux pas vous dire, mais il est clair que ça peut être un facteur limitant à terme, mais tout ce qui est pris n'est plus à prendre, du schéma de la SAS.